Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct. Accès Direct, vous le savez, c'est 45 minutes d'information et de rencontres avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 4 juillet 2019 et voici le programme du soir. Nous allons d'abord parler tourisme avec Annie Rouard de l'Université Savoie-Mont-Blanc et Marie-Claude Pézet-Desclos du commissariat du Massif des Alpes. Nous partirons ensuite à la rencontre d'une petite entreprise qui nous propose du mobilier haut en couleur et surtout intemporel. Enfin, Sophie Sesma sera avec nous pour sa chronique sur les objets d'antan. Mais avant d'accueillir ses invités, Clémence me rejoint sur le plateau. Salut Clémence. Salut Victoria. Dans le journal tout à l'heure, nous parlerons notamment du centre commercial de Bassin. Et oui, puisque sur les 28 boutiques du centre commercial de Bassin, il n'en reste plus que 7 ouvertes. Une chute d'activité dramatique et en très peu de temps. Alors les quelques commerçants qui restent tentent de sauver leur commerce et de faire revenir la clientèle, mais c'est loin d'être gagné. Et puis un très beau portrait. Oui, rencontre avec un ancien champion de cyclisme sur piste. Il s'appelle Patrice Sulpice. Il a été victime d'un accident de vélo au tout début de sa carrière. Et donc c'est un nouveau défi qu'il se lance aujourd'hui, 24 ans plus tard, celui de participer à la célèbre course automobile des 24 heures du Mans. Merci Clémence, on te retrouve tout à l'heure pour notre revue de presse. À tout à l'heure. Et nous débutons cette émission par notre rubrique dans l'actu. En ce début de vacances estivales, nous allons parler tourisme avec nos premières invitées, Annie Rouard et Marie-Claude Pézet-Desclos. Bonsoir mesdames, merci d'être avec nous sur le plateau d'Accès Direct. Alors Annie Rouard, vous êtes directrice du pôle tourisme de l'Université Savoie-Mont-Blanc et Marie-Claude Pézet-Desclos, vous êtes coordinatrice des politiques montagne au commissariat du Massif des Alpes. D'abord, Annie Rouard, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le pôle tourisme à l'Université Savoie-Mont-Blanc ? Alors, ce pôle tourisme qui est labellisé par l'Institut français du tourisme, finalement, est un centre de ressources pour les professionnels et les territoires, pour les accompagner dans des process d'innovation et d'amélioration de l'attractivité des territoires. On a un tout petit problème de son. Je vais vous donner le micro qui est juste ici. Hop, voilà. Autre invité du soir, c'est donc vous, Marie-Claude Pézet-Desclos, qui êtes directrice du commissariat du Massif des Alpes, enfin, coordinatrice des politiques montagne. Qu'est-ce que c'est que ce commissariat ? Oui, bonsoir. Donc, je suis coordinatrice des politiques montagne, mais sur deux volets, le développement touristique et le développement économique. Donc, le commissariat de Massif des Alpes est un service de l'État qui est chargé d'accompagner la mise en œuvre de la politique montagne. Et donc, nous travaillons avec nos partenaires, particulièrement les collectivités territoriales, les deux régions, puisque nous développons des programmes sur l'ensemble du massif des Alpes, donc d'Évian jusqu'à Menton. Et en ce qui concerne le tourisme, nous avons mis en place avec nos deux partenaires des régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Sud, un dispositif que l'on appelle Espace Valéen, qui travaille sur la diversification touristique 4 saisons. Alors, si vous êtes venus ensemble ce soir, c'est que vos deux structures collaborent, notamment sur un projet. Quel est ce projet ? Alors, ce projet, c'est le projet Espace Valéen qui vise à améliorer l'attractivité au cours des 4 saisons en reliant les vallées et les stations, comme son nom l'appelle. Mais je dirais que surtout, ce projet est finalement très révélateur de la méthode qui est utilisée dans le cadre du pôle tourisme. Cette méthode, c'est une méthode qui est assez innovante, qui est une méthode qu'on pourrait dire R&D, ce qui est quand même fort dans le tourisme parce que selon que c'est 50% du PIB de la Savoie et 37% de la Haute-Savoie, il y a assez peu de R&D dans ce secteur économique, ce qui est quand même très surprenant. Et donc vraiment le rôle du pôle tourisme, c'est justement d'apporter de la R&D et avec des méthodes innovantes qui sont d'abord pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on réduit souvent le tourisme au marketing. Or, le tourisme, c'est aussi de la géographie, c'est aussi de la sociologie, c'est aussi du droit. Et la force de l'Université de Savoie-Mont-Blanc, c'est d'avoir toutes ces compétences et de pouvoir les mettre au service des territoires. La deuxième originalité, c'est dans nos méthodes. On a un panel de méthodes qui vont d'abord déjà sur rien que tout ce qui est lecture scientifique avec les modèles qu'il y a derrière, économiques, sociologiques, à l'international, qui nous permet de faire un benchmark et non pas prendre pour copier, mais vraiment analyser ce qui se fait en Autriche, analyser ce qui se fait dans les pays dans le monde entier.
Et du coup, ça nous donne quand même une base extrêmement importante. Puis après, il y a toutes les méthodes qu'on a sur le terrain qui peuvent être très, très qualitatives puisqu'on s'appuie sur le pôle enquête de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et donc, on fait beaucoup, beaucoup d'entretiens. On a aussi des approches ethnographiques, on a aussi des approches sémantiques, où on va faire l'analyse du sens. On a aussi des approches qui sont peut-être plus ethnographiques, où on observe comment le client dévie ce qu'on lui propose. Et ça, c'est une vraie source d'innovation quand on est capable de le capter. Et pourquoi le commissariat du Massif des Alpes a décidé de travailler avec l'Université Savoie-Mont-Blanc ? Alors, nous avions remarqué les travaux intéressants conduits par l'Université Savoie-Mont-Blanc et plus particulièrement avec le dossier Unseen Mountains. Et comme nous avons des territoires qui travaillent sur la diversification touristique et des territoires que l'on souhaite aussi accompagner dans la montée en compétences. Donc, nous avons eu un territoire qui s'est porté volontaire pour cette étude, que je vais vous décrire en 2 mots, qui est le territoire de Arvan-les-Villars, donc qui se situe en Maurienne. Et donc, son syndicat intercommunal a souhaité effectivement que l'on puisse, a souhaité être pilote de cette étude qui consiste à mieux cerner les usages et les représentations des territoires du point de vue des habitants, des partenaires économiques, des résidents secondaires, des touristes, des clientèles. Et l'objectif, c'est de bien identifier les points forts, les points faibles du territoire dans une démarche de parcours client et naturellement pour améliorer l'attractivité du territoire. Donc cette étude qui a été menée sur le terrain par des étudiants avec, je dirais, une organisation pluridisciplinaire, donc a permis d'identifier les forces, les faiblesses et surtout de faire des préconisations. Donc maintenant, le territoire a l'ensemble du résultat de cette étude avec des préconisations et donc c'est à eux effectivement de mettre en œuvre, s'ils le souhaitent, la totalité ou une partie des préconisations. Mais ce qui est important surtout, c'est de travailler en réseau et de permettre aux acteurs du tourisme de pouvoir travailler en réseau pour être beaucoup plus performants, compétitifs sur leur territoire et surtout mieux répondre aux attentes des clients. Par exemple, dans cette étude, nous avons noté des questions intéressantes sur la mobilité, sur les services, sur la montée en compétences aussi des acteurs du tourisme. Donc tout ça est remis au territoire et nous souhaitons vivement que le territoire puisse s'approprier de cela et surtout créer une vraie dynamique des acteurs du tourisme. En gros, créer un écosystème des acteurs du tourisme pour faire mieux. Avec toutes ces études, toute cette expertise, ces recherches sur le tourisme, où en est-on aujourd'hui? On sait que c'est un secteur qui a été aussi très touché, entre guillemets, par la numérisation, enfin le digital. Où est-ce qu'on en est, notamment dans nos pays de Savoie, dans ce secteur du tourisme? Alors le digital, s'il y a bien un endroit où il y a de la R&D dans le tourisme, c'est bien celui-là. Et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant là-dessus parce que le digital, c'est un outil. C'est un outil, mais si, par exemple, on a des outils très sophistiqués, mais qu'on a à côté de ça un parcours client où vous avez un hôtelier qui n'a même pas conscience de comment est arrivé son client, le digital ne va pas servir à grand-chose. Et c'est ce qu'on observe là, typiquement sur l'étude sur l'espace valléen. On a vu que globalement, il y a plus de 85% des professionnels qui n'ont pas conscience du tout du parcours client. Donc le digital, un outil, oui, qui est important, mais ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit très bien que les tendances de clientèle, c'est de rechercher de plus en plus l'humain. Donc le digital ne peut pas remplacer l'humain. À un moment donné, il faut qu'il facilite le parcours, il faut qu'il fluidifie le parcours du client, il faut qu'il lui facilite donc la vie, mais il ne remplacera pas l'humain et le client, il vient de plus en plus chercher du contact, du partage, de l'expérience, et ça, c'est pas le digital qui pourra lui l'apporter. Merci beaucoup, Annie Iroir, Marie-Claude Pesé-Delclos, d'être venue nous livrer votre expertise sur ce sujet. Merci, et puis on vous souhaite un bel été. Merci de votre accueil. À bientôt. Je vous invite à regagner la régie alors que Clémence s'apprête à me rejoindre pour notre revue de presse. Je suis là. Clémence, tu arrives à nouveau sur ce plateau avec une question. Est-ce que les bateaux sont trop nombreux sur le lac d'Annecy? Et oui, exactement, Victoria. Alors c'est vraiment une question qu'on est en droit de se poser, surtout en cette saison, quand on sait que l'affluence de tous les bateaux est à son apogée. Alors sache que Victoria, depuis 2018, il existe un observatoire de la fréquentation nautique et cet observatoire mène pendant l'été des opérations
de comptage. Alors, entre pédalo, wake-surf, paddle, bateau à moteur de divers calibres, on va dire, la liste est longue. Alors, l'Observatoire a pour mission de dire tout simplement s'il faut réglementer l'accès au lac en cas de surfréquentation. Alors, il y a deux écoles un petit peu qui s'affrontent. Ceux qui font du bateau régulièrement et les touristes, et puis les défenseurs de l'environnement qui disent qu'il y a trop de bateaux sur le lac sans pour autant avoir en fait de données chiffrées très précises. Alors pour avoir ces éléments de réponse, direction les airs pour l'observatoire de la fréquentation. Donc c'est avec un avion qu'ils arrivent à prendre différents clichés à différents moments. Et par exemple, l'année dernière, l'Observatoire a dénombré jusqu'à 788 embarcations sur le lac en 2018 au plus fort donc de la fréquentation. C'est quand même près de la moitié de ces embarcations, soit à peu près 49%, qui étaient des bateaux à moteur. Alors moi, j'ai très hâte de connaître les chiffres du coup de cette année. Je ne sais pas encore quand ils vont tomber. Effectivement, on se tiendra en tout cas au courant. Et puis Genève, version retour vers le futur. Oui, alors ferme les yeux, Victoria. Je ferme les yeux. Ferme les yeux, fais-moi confiance. Imagine, toi, te balader dans les rues de Genève en 1850. Je vois, ça y est, tu y es, c'est bon, tu peux réouvrir les yeux. Alors, tout ça, c'est possible. Tu pourras vraiment le faire grâce à la réalité virtuelle du Musée d'art et d'histoire de Genève. À partir de données 3D issues de la numérisation du relief de Magnien, les visiteurs peuvent découvrir, en tenue d'époque, bien évidemment, pour se plonger à fond dans le personnage, en tenue d'époque, la ville au 19e siècle, la ville de Genève donc au 19e siècle. Alors on peut se promener et partager des scènes de vie par exemple. L'expérience en tout, elle dure 17 minutes et il faut compter 1 heure pour l'ensemble de la visite qui est un petit peu plus complète. Et en fait cette exposition existe déjà depuis plusieurs semaines. Là elle est arrêtée mais comme elle a été victime un petit peu entre guillemets de son succès, elle reprend pour le plus grand plaisir des amateurs aussi de réalité virtuelle et d'histoire du 1er août au 29 septembre. Voilà. Eh bien, une bonne idée de sortie en tout cas. On passe à ta revue de presse, Victoria, avec une expulsion qui tourne à la tragédie. Oui, on passe à une triste affaire. J'ai retenu cette information aujourd'hui parce qu'elle a été reprise dans de nombreux médias. On voit RTL, Le Point, encore le Dauphiné Libéré. Ils relatent tous ce fait divers qui s'est déroulé mercredi après-midi à Chambéry. Un homme est décédé lors d'une expulsion. C'est un père de famille qui occupait avec sa femme et ses enfants un appartement du bailleur social Cristal Habitat dans le quartier de Bellevue. Un huissier était accompagné de policiers pour venir expulser la famille puisqu'il s'agissait de la 3e expulsion du même appartement depuis début juin. La famille était revenue 2 fois. Elle aurait refusé l'aide proposée pour un relogement. Si les 2 premières fois les choses s'étaient déroulées plutôt dans le calme, là le ton est monté. L'homme s'est opposé à l'expulsion de sa famille, on peut le comprendre évidemment. Les policiers l'ont alors interpellé, fait monter dans leur véhicule. C'est là qu'il a fait un malaise cardiaque. Les policiers ont essayé de le réanimer avec un massage cardiaque. Ils ont appelé les secours. Malheureusement, l'homme âgé de 50 ans est décédé sur place. Les voisins dénoncent, eux, une interpellation musclée. Alors, une enquête de l'inspection générale de la police nationale a été ouverte. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Oui, affaire à suivre, du coup, voir effectivement où nous mène l'enquête. Et puis, deuxième revue de presse, un petit peu plus légère cette fois-ci, la Haute-Savoie avec cette question. La Haute-Savoie aurait-elle son école de la 2e chance ? Oui, effectivement, c'est une information donc là que j'ai lue dans les Échos. Les écoles de la 2e chance, donc c'est ces écoles qui donnent une occasion à de jeunes adultes exclus du système scolaire de reprendre leurs études, donc avec une pédagogie évidemment adaptée. Les élèves suivent généralement une formation en alternance. Souvent, ils sont aussi formés aux règles de vie en société. Alors ça peut être de la régulation de comportement, l'apprentissage du respect des règles tout simplement. Donc implantée en Savoie en 2011, l'école de la 2e chance arrive en Haute-Savoie. L'école va réaliser d'abord une étude de déploiement dans 2 villes, Annecy et Annemasse. C'est une étude qui va coûter environ 15 000 € et qui va permettre de dresser un état des lieux des besoins en recrutement sur le bassin agnésien notamment. Et si cette étude est concluante, le déploiement des écoles sera effectif à partir de décembre 2019. Sur l'ensemble du territoire français, on compte déjà 130 écoles de la 2e chance. Ce sont 15 000 jeunes qui ont été
accueillis l'année dernière. Ben, on espère que ça pourrait aider les jeunes de Haute-Savoie aussi maintenant. Exactement, que ça se développera. Merci beaucoup Clémence, on te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Et on passe à notre rubrique Le choix de la rédac. Aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter une toute petite entreprise qui innove dans le domaine du mobilier. Il s'agit de Un temps pour elle. Bonjour mesdames, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Françoise Carré et Evelyne Blotaz. Vous êtes donc à la tête de cette petite entreprise. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, tout à fait. En fait, Un temps pour elle, le nom d'Un temps pour elle nous est venu parce que c'est vraiment notre histoire. C'est une histoire de passion pour le mobilier, la décoration, l'art en général, le travail des petites mains aussi. Et puis, c'est aussi une histoire d'amitié entre Françoise et moi qui nous a permis de créer notre entreprise en 2012. Donc, je suis Evelyne Blotaz et je suis cofondatrice d'Un temps pour elle. Nous sommes basés à Cognain, à côté de Chambéry. Et je m'occupe, moi, plutôt de l'atelier création. Voilà, nous travaillons pour les particuliers et les professionnels. C'est ça, puisque vous avez 3 différentes activités. D'un côté, la création de meubles et puis aussi les travaux de rénovation, et vous vous occupez chacune un petit peu d'un pôle en particulier. Tout à fait. Alors juste pour préciser, donc c'est vrai que dans l'atelier on se répartit vraiment au niveau des tâches. Bien sûr, nous faisons un travail à 4 mains quand il s'agit de faire des créations, de peindre, de créer et de mettre des décors. Evelyne est plus sur la création et moi je suis vraiment sur tout ce qui est administratif, communication. Je m'occupe de tout ce qui est développement des réseaux aussi pour faire connaître notre structure et participer au rayonnement de notre petite entreprise. Voilà. Et donc en création, si tu veux peut-être intervenir. Oui, alors en fait, nous sommes costumières de meubles, tout simplement. C'est un joli terme. Voilà, parce que nous habillons le meuble. Et pour la création, nous créons des meubles uniques et personnalisés que nous habillons de différentes matières, le cuir, le tissu, le papier, le métal. En fait, nous avons un savoir-faire traditionnel, mais nous utilisons également la technicité des matériaux d'aujourd'hui, comme l'impression laser, la découpe laser, l'impression sur tissu, l'imperméabilisation des tissus. Donc on utilise vraiment des produits techniques pour aller au plus loin dans la personnalisation du meuble. Et puis on le voit sur les images, vous avez pris le parti de proposer des meubles originaux qui sont hauts en couleur pour certains, mais surtout qui sont durables. Oui, alors pour la partie création, c'est vrai que nous travaillons par petites collections annuelles, un peu comme dans les métiers de la haute couture. Nous faisons des collections et des petites séries. Mais c'est vrai qu'en rénovation, nous avons un souci et peut-être que tu peux expliquer. Oui, ce qui est très important pour nous depuis qu'on a démarré, c'est le réemploi des meubles. En fait, aujourd'hui, on en parle beaucoup, on parle de l'upcycling. Mais nous avons démarré il y a déjà quelques années et notre démarche, c'est vraiment une démarche environnementale et responsable pour la réutilisation des meubles et l'embellissement de ces meubles. Alors en rénovation, justement, là vous avez des exemples photos sur du meuble ancien. Nous voyons, comme nous travaillons pour des clients particuliers, chaque meuble a une histoire familiale la plupart du temps. Et nous arrivons pour créer finalement une nouvelle histoire qui va être l'histoire avec un échange assez long et soucieux de répondre le plus précisément à la demande du client, tout en apportant notre création. Puisqu'en fait, on va apporter autre chose, on ne va pas faire un simple badigeon sur un meuble, mais on va aller bien au-delà et faire de la qualité qui est vraiment au cœur de notre démarche pour faire vraiment un travail fini et soigné sur l'ensemble des meubles, que ce soit pour des professionnels ou des particuliers. Donc voilà, c'est vraiment important. Chez les professionnels comme chez les particuliers, est-ce que vous constatez cet engouement pour des meubles recyclés ou la rénovation justement de meubles Oui, parce que c'est l'idée de la seconde vie du meuble. Ouais. Donc vraiment, c'est en corrélation totale avec notre nom aussi, Un temps pour elle. Le mobilier devient intemporel. Et c'est vrai que c'est notre cœur de métier que de donner cette personnalisation et surtout cette seconde vie au meuble.
Bon, après, en création, nous proposons des meubles qui sont comme par exemple cette commode. Nous travaillons avec une designeuse sur tissu. Les tissus sont imprimés à Tarare, donc ça reste, on fait vraiment un travail local. Notre production est Rhône-Alpes, made in France, made in Savoie, c'est important de le souligner. Et en fait, on travaille aussi sur des fresques à appliquer sur le meuble, qui habillent le meuble. Vous voyez, ça, par exemple, c'est un décor qui a été composé pour ce fauteuil, vraiment. Il a été calibré, préparé, dessiné, et notre designeuse nous prépare. Il s'agit des précieuses libellules que nous voulons citer ici, et ça donne vraiment une personnalisation complète. Est-ce que vous faites uniquement des meubles ou est-ce qu'on peut trouver de la décoration, des petits objets? Alors, étant donné que nous aimons beaucoup travailler le tissu principalement et le cuir, nous faisons beaucoup de couture, donc on peut faire en coordonnée avec le mobilier et souvent on le fait en complément pour nos clients. Tout ce qui est coussinage, courte pointe, on fait aussi parfois du rideau. Mais de toute façon, notre atelier, comme vous le voyez sur cette commode, met en avant vraiment le tissu et la personnalisation. Donc on peut faire des choses vraiment uniques pour chacun de nos clients et qu'on verra nulle part ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. On vous retrouve donc du côté de Cognin Tout et à puis fait. sur votre site internet Intemporel. Voilà. Et sur l'ensemble des réseaux, on essaye d'être présente le plus possible. Voilà. Nous sommes également présentes sur les salons, puisque nous faisons régulièrement Artisa à Grenoble, Idée d'Art, Lyon, Alpôme, également Art et Déco à Paris, au Grand Halles de la Villette. Et puis nous sommes présentes aussi actuellement en boutique éphémère à Chambéry, Faubourg-Montmélian, 65 Faubourg-Montmélian. Et venez nous voir, ça nous fera grand plaisir de vous accueillir. Jusqu'à fin juillet. Parfait, le message est passé en tout cas. Merci Françoise Carré-Evelyne Blotaz d'être venue nous voir. On vous souhaite également un bel été. À bientôt. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre notre régie. On va continuer à parler d'objets, mais cette fois des objets d'antan avec Sophie Sesma. Bonjour Sophie. Salut Victoria. Comment vas-tu? Non, tu veux bien? Eh bien, très bien. Regarde. Qu'est-ce que tu nous apportes de joli aujourd'hui? Des horreurs. Ça brille en tout cas, Écoute, c'est doré. j'avais très envie de faire des choses kitsch parce que c'est ma dernière chronique avant l'été. Effectivement. Voilà. Et je crois qu'on commence aujourd'hui avec la cabernotte. Exactement. Alors, les 3 objets que j'avais envie de te présenter là juste avant l'été ont un gros fil rouge qui est marqué vacances. Parce que ça fait du bien. Ça fait bien. C'est bientôt les vacances. Et donc, ce soir, je ne vais pas du tout te présenter d'objets qui viennent de Haute-Savoie. On va partir loin et on part en Vendée. On part en Vendée avec cette cabernotte. Alors, figure-toi que moi, quand je l'ai achetée, la personne qui me l'a vendue a très joliment marqué sur le descriptif « porte-fromage ». Or, la cabernotte, eh bien, c'est pas un porte-fromage, c'est l'ancêtre du porte-bébé. Ah oui. La cabernotte permettait aux paysannes... Ah ben oui, c'est pas tout à fait la même chose. Oh, ça peut puer pareil à certains moments. Hein. Moi qui ai 4 enfants, je peux le dire. Il y a certaines situations qui sentent le reblochon. C'est vrai. Mais voilà, alors ce qui est très sympa, c'est de se rendre compte en fait de la manière dont les femmes ont adapté leur mode de vie. Et comment elles ont adapté les objets à leur mode de vie. Il faut savoir qu'une paysanne, allez, on va se caler en 1860, une paysanne, elle peut avoir jusqu'à 9, 10, 11, 12, 13 enfants. Alors tous ne vont pas atteindre l'âge adulte, mais il y en a à peu près sur les 12, 13, il peut y en avoir 5, 6 qui arrivent à l'âge adulte. Et du coup, eh bien, elle va avoir tout le temps des petits avec elle. Et une fois qu'elle aura accouché, elle va rester 40 jours chez elle. Et puis après, il va falloir qu'elle retourne vaquer à ses diverses occupations, soit à la maison, soit en collectivité. Par exemple, lorsqu'elles vont faire les lessives ou lorsqu'elles vont faire des conserves, lorsqu'elles vont aller ramasser des noix ensemble, ou bien lorsqu'elle part au champ. Et donc, elle va emmener son bébé avec elle. Alors, c'est pas un porte-bébé, c'est pas un sac à dos. Regarde, je te montre l'arrière. En fait, derrière, tu as un trépied qui permet de le poser. Donc, elle ne peut pas le porter dans son dos. En revanche, lorsque le bébé est avec elle, elle peut le mettre à côté d'elle, comme ça. Elle peut régler du coup si elle le veut un peu allongé ou plus allongé. Le bébé est emmailloté, hein, tu as compris que c'était du dur, donc c'est pas hyper confortable. Mais pour les bébés qui grandissent, eh bien, ils ont les bras libres. Ils sont emmaillotés en bas. Est-ce que tu sais pourquoi on emmaillotait les enfants autrefois? Pas du tout. Alors, on a très longtemps emmailloté les enfants parce qu'on avait peur que les enfants aient les membres mous.
Les membres mous, en fait, c'est une maladie, c'est le rachitisme et ça fait des enfants qui ont beaucoup de difficultés à marcher. Parce que justement, les jambes n'ont pas suffisamment grandi et ça fait des jambes qui sont un peu de travers. Donc on emmaillotait très fort les jambes des bébés toutes droites parce qu'on pensait que quand elles étaient droites, eh bien, elles allaient grandir droites. En fait, ça n'a rien à voir. Il faut juste savoir que le rachitisme, c'est un problème, c'est une maladie qui vient du fait qu'on n'avait pas une alimentation suffisamment variée et pas suffisamment de protéines. Donc, emmailloter un bébé, en fait, ça ne servait à rien à part le coincer. Et avec la cabernote, eh bien là, il avait les bras libres, il pouvait attraper plein de choses. Il pouvait bouger dans tous les sens. Exactement. On va continuer de rester dans ce coin-là et j'avais très envie de te montrer un truc, mais kitsch à mourir. Parce qu'en fait, j'adore chiner des trucs complètement kitsch. Alors d'abord, c'est invendable, hein, je tiens à le dire. C'est pas parce qu'on est antiquaire qu'on vend tout, mais parfois, juste, ça fait plaisir au moral de tomber sur des choses absolument affreuses, qu'on trouve ça terriblement dingue. Et donc, ce soir, j'avais très envie de t'amener des objets qui sont faits en coquillage. Alors, typiquement, c'est ce qu'on ramène de vacances, toujours notre petit fil rouge des vacances. Et je me suis penchée sur l'histoire de ces objets en coquillage. Alors, je suis sûre que quand tu es allé un jour au bord de la mer, en colonie de vacances, tu es revenu avec une horreur en coquillage. Tout à fait. Eh bien, il faut savoir que c'est hyper ancien. Et ça a été fait à Guérande à partir du XVIIe siècle. Et des historiens, en fait, ont refait le fil à l'envers. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une communauté d'Ursulines, donc des religieuses, qui étaient parties s'installer à Guérande pour éduquer les jeunes filles du pays. Leur apprendre la couture, la lecture, compter. Et elles se sont rendues compte que lorsqu'elles sortaient les jeunes filles au bord de la mer, elles récupéraient des petits coquillages et elles ont commencé à faire des objets. Alors d'abord, c'était des objets religieux. Tu vois, ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est sublime. Mais parce que ça, c'est ancien, ça date de 1820 à peu près. Et donc, les religieuses, elles ont fait des choses absolument étonnantes, très recherchées aujourd'hui, qui valent vraiment très cher. Alors, tu vois, pour pas te tromper, moi, j'ai gardé le prix de ma petite horreur. Ça vaut 1,50 €. Effectivement. Voilà, ça ne vaut pas plus. C'est très difficile à conserver parce que les petits coquillages s'en vont et c'est assez fragile. Quand on a une pièce comme la mienne qui est kitsch à souhait, qui date des années 70, c'est très drôle. C'est vraiment le cadeau empoisonné, le truc à offrir, je sais pas, une copine qui t'a fait un coup tordu. Et quand on a, ou comme celui-là, tiens, celui-là il est pas mal aussi. Oui, je préfère celui-là. C'est vrai? Ah, moi j'aime bien avec son petit petit corail fluo là. Et puis regarde, c'était mis une petite marchande là qui est aussi tout aussi moche. Mais voilà, il y a vraiment matière à trouver des choses très drôles, des choses très vintage des années 70. Et il y a matière à faire une collection avec vraiment un tout petit budget. Et les derniers objets que je voulais te présenter, toujours quand on part en vacances, on revient très souvent avec un cadeau pour la voisine qui est arrosée les tomates ou le voisin qui a donné à manger au chat. Et on revient avec des bouteilles. Oui. Il faut savoir que la bouteille, c'est dans le top 10 des cadeaux qu'on aime s'offrir entre amis et dans la famille. D'accord. Le numéro 1, c'est de l'argent. Moi, j'aurais pas imaginé qu'on s'offrait de l'argent et que ça faisait plus plaisir aux gens. Ça. Moi, je préfère offrir un cadeau. Et donc, voilà, on avait l'habitude d'aller chercher de la liqueur. Et il y a il existe une grande quantité de bouteilles de collection. Donc, les collectionneurs s'appellent les buticulaphilistes pour les grandes bouteilles. Mais il faut savoir qu'il y a des collectionneurs de toutes petites bouteilles. Par exemple, les mignonnettes d'alcool, mais aussi tous ceux qui collectionnent les petites bouteilles de parfum. Et ceux-là, on les appelle les buticulas pour bouteilles, micro pour petit, filistes, buticula, micro-filistes. Je suis pas sûre de retenir tous les termes. Moi, j'ai cherché quand même tout à l'heure. Et donc, dans les bouteilles, il y a vraiment plein de choses. Le début de la collection de la bouteille, c'est vraiment le début de l'industrialisation. On va pouvoir faire des bouteilles en verre moulé. Donc, on va pouvoir les faire en grande série. Ça va intéresser beaucoup de gens parce que c'est petit budget, parce que ça a été fait en grande série, donc c'est pas unique. Et il existe une variété, mais absolument phénoménale, de personnages, d'animaux, de choses, par exemple des cheminées, des sabots, des chaussures, en forme, voilà, typiquement. Donc ça, c'est la même fabrique, Garnier, qui a fait une chaussure, mais aussi mon beau chandelier, qui a fait aussi d'autres objets absolument dingues. Et donc, c'est très drôle de revenir avec des cadeaux complètement décalés. Et on peut peut-être trouver une bouteille en forme de coquillage. Ah, on peut certainement trouver une bouteille en forme de coquillage. Ça doit être possible. Je pense que je vais m'atteler à ça pendant les vacances. Merci beaucoup, Sophie. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette saison d'Accès Direct. Avec grand plaisir. Et on espère te revoir très bientôt pour avec de nouveaux objets. Avec plaisir. En attendant, très bonnes vacances. À toi aussi. À bientôt, Sophie. Clémence me rejoint tout de suite sur le plateau pour le rappel des titres. Et dans le journal, on parle du centre commercial de Bassin. Et oui, il y a 5 ans, le centre commercial de Bassin était composé de 28 boutiques. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 7. Une situation dramatique pour tous les commerçants.
Et nous partons à la rencontre de Patrice Sulpice. Et oui, ancien champion de cyclisme sur piste. Aujourd'hui, c'est un nouveau défi qu'il s'apprête à réaliser, les 24 heures du Mans. On voit ça tout de suite dans le journal après la pub. Restez avec nous sur 8 Mont Blanc.